Pourquoi Le jour d'après reste l'un des films catastrophes les plus impressionnants du cinéma américain? Pourquoi un passage en particulier reste une référence en termes de scènes apocalyptiques et nous donne encore plus de raisons de trembler aujourd'hui? Petite analyse de séquence pour répondre à ces questions. Bonjour tout le monde, c'est Judith. Alors qu'on est tous en train de contempler notre épiderme fondre lentement sous les effets de la canicule comme un Haribo oublié sur le tableau de bord de la voiture, j'ai décidé, aujourd'hui, de vous parler d'un film dans lequel il fait froid. Très froid, pour vous procurer un effet placebo fraîcheur intense. Le film en question est réalisé par Roland Emmerich, qui est le gars à qui on doit Independence Day, Stargate, le Godzilla de 98, The Patriot, 2012, et bref, plein de films dans lesquels ça pète dans tous les sens, et de qualité très variable. En l'occurrence, on va parler ici de l'un de ses meilleurs, Le jour d'après, sorti en 2004 avec au casting Dennis Quaid et Jake Gyllenhaal, incarnant un père et son fils, pris dans les affres d'une catastrophe naturelle de grande ampleur, plongeant le monde dans une nouvelle ère glaciaire. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'étendre sur la production du film, ses coulisses ou son parcours au box-office, mais je vais me concentrer sur une analyse plan par plan d'une scène en particulier qui, selon moi, témoigne d'une certaine excellence dans la grammaire du film catastrophe. Je précise tout de même, histoire de, que Le jour d'après a été un très gros succès lors de sa sortie en salle, amassant plus de 550 millions de dollars de recettes après en avoir coûté 125, réalisant par la même occasion le meilleur démarrage d'un film catastrophe sur le sol américain, qui ne sera dépassé que 20 ans plus tard par Twisters et le t-shirt mouillé de Glenn Powell. À partir de là, attention aux spoilers. Le jour d'après, ça raconte l'histoire d'un type qui s'appelle Jack, Dennis Quaid là, et qui est paléoclimatologue. Ça veut dire qu'il étudie les variations du climat à travers les âges, et qu'un jour, où il manque d'y passer sur une banquise qui se fait la malle, il prend conscience que le réchauffement climatique c'est pas de la blague, et que ses conséquences pourraient devenir très graves. Très vite. N'est-ce pas? Le problème, et toute ressemblance avec la réalité serait purement fortuite, non pas du tout, c'est que le vice-président américain est un climato-sceptique et balaie ses avertissements d'un revers de manche. Côté vie perso, pour Jack, ça va pas tellement mieux parce qu'il peine à nouer un véritable lien avec son fils Sam, joué par Jake Gyllenhaal, qui est saoulé que son daron s'occupe moins de lui que de son boulot. En même temps, désolé mon gars, mais il y a un peu urgence pour la planète en fait, mais si les Américains ils racontent pas la petite histoire dans la grande histoire d'un père de famille célibataire qui doit gagner l'estime de ses gosses en même temps qu'il fuit l'apocalypse, ils explosent. Bon, le gamin, il part à New York pour retrouver ses amis, dont la meuf qu'il kiffe, et participer à un décathlon, ne se doutant pas d'à quel point ils vont devoir courir vite au cours de ce petit séjour. Et à l'échelle planétaire, ça s'améliore pas, puisqu'après moult signes avant-coureurs et subtilités météorologiques dont je vous passe les détails, la catastrophe se déclenche. Un tsunami ravage New York, et comme si ça suffisait pas, l'ère glaciaire s'installe, enfouissant ce qui reste de la ville sous des tonnes de neige et de glace. Heureusement, Sam et ses amis, ainsi que quelques autres personnes, ont réussi à s'abriter dans une bibliothèque où ils tentent de maintenir un peu de chaleur en brûlant des bouquins. Sam essaye de tenir son père au courant tant bien que mal, attendant que celui-ci vienne le sauver. Bon, je vais m'arrêter là pour le résumer parce que c'est pas encore la fin de l'histoire, mais la séquence qui m'intéresse se trouve là, lorsque l'œil de la tempête arrive sur New York, occasionnant une nouvelle vague de froid, faisant tomber la température extérieure à... je sais pas combien, mais le genre de froid qui vous congèle le sang en une microseconde. Je sais qu'en ce moment, on en rêve, mais en vrai, c'est pas cool, car ça provoque la mort. La séquence en montage alterné nous montre Jack d'un côté, qui essaye tant bien que mal de se frayer un chemin vers le centre-ville, et Sam de l'autre, qui se précipite avec son pote pour ramener des vivres et des médicaments auprès des survivants de la bibliothèque, et qui évite tout juste de se faire Mister le Freeze. Pourquoi cette séquence porte en elle l'essence même du film catastrophe? Et non, je ne parle pas de la chance complètement irréaliste des héros qui s'en sortent à tous les coups et qui, ici, stoppent la progression de la nouvelle ère glaciaire avec une porte. Je parle plutôt du combat éternel entre fatalité et volonté, entre hasard malheureux et châtiment divin. On va prendre la séquence image par image pour essayer de comprendre. Voilà, alors partons de cette belle image de l'œil du cyclone qui est spectaculaire, mais pas seulement. Elle contribue à ouvrir un dialogue, et non je ne plaisante pas, entre la catastrophe et les humains qui vont la subir. Cet œil de la tempête, filmé d'une façon oblique qui lui donne vraiment la forme d'un œil, c'est le début d'une personnification de la catastrophe, dont on va partager le point de vue avec celui des personnages dans la scène. Ça ouvre un aller-retour constant entre le gigantisme et l'échelle humaine, qu'on rejoint dès le plan suivant. On passe sur Sam et ses potes en train de galérer, et on les filme en plan beaucoup plus resserré, non pas comme des petites fourmis indéfinies qui seraient de vulgaires grains de poussière face à l'apocalypse, comme on peut le voir dans d'autres cas, mais bien comme
comme des personnages identifiés dont on suit le point de vue. On vit la scène dans leur urgence, en s'identifiant à leur panique et à leurs efforts, dans un premier temps. Parce qu'après, les choses deviennent intéressantes. Dans un quasi-plan subjectif de Sam, on regarde le bord de l'œil de la tempête qui passe au-dessus de la ville, et à ce stade, on alterne qu'entre plans resserrés ou plans d'ensemble extrêmement larges. Il n'y a pas de demi-échelle, et donc on a ce dialogue vertigineux entre l'immensité et la taille humaine. Le fait de n'avoir pas d'intermédiaire entre les deux valeurs, ça aide à faire perdre pied au spectateur, à lui ôter ses repères de spatialisation d'un contexte classique et donc à rendre la catastrophe plus écrasante, plus énorme, plus insurmontable. Mais alors ce qui m'intéresse encore plus, dans le plan suivant, c'est le début d'une bascule de point de vue. Cette fois, la caméra se place presque à l'opposé du plan subjectif d'avant pour en prendre le contrepoint total avec pour repère l'antenne au sommet de l'Empire State Building. Ce plan-là, il nous place en plan subjectif non plus du personnage mais de l'œil du cyclone. Spatialement, là, c'est un peu comme si on était posé sur le bord du nuage circulaire, quoi, à peu de choses près. Impression renforcée par le mouvement de caméra qui va suivre la progression de l'œil et surtout du gel qui s'empare de l'immeuble. Ici, on commence à renforcer l'impression d'une personnification du phénomène naturel qui devient non plus décor, mais réellement protagoniste, actif de l'action. Le verglas, il est tellement actif qu'il est à deux doigts de prendre son abonnement chez Écran Large, afin de soutenir une rédaction de passionnés qui vous propose tous les jours moult articles en accès libre, mais aussi des dossiers passionnants, réservés exclusivement à nos membres, sans qui on ne pourrait ni faire des vidéos comme celle-ci, ni manger à notre faim. Or, nous aussi, on a besoin de se préparer pour l'apocalypse. Bref. Ensuite, on continue d'alterner entre l'échelle humaine et le gigantesque, avec des plans plus courts et fixes sur Sam et ses amis, et des plans plus longs, plus amples et en mouvement, pour suivre la progression de la glace qui descend justement vers les humains et s'apprête dangereusement à rejoindre leur modeste dimension. Ce contraste renforce une impression de nervosité et de panique du côté des humains, avec une impression de marche inéluctable, régulière et presque contrôlée du côté de la vague de froid. Ça aussi, c'est de la grammaire élémentaire de film catastrophe, qui participe à l'opposition entre l'échelle humaine qui n'a plus aucun contrôle et l'échelle de la nature, de la planète, dont la force endormie se réveille et écrase méthodiquement tout sur son passage. On fait un petit écart du côté de Jack et Jason, voilà, rien de très notable si ce n'est toujours cet aller-retour entre les échelles, et on voit aussi Sam et ses potes arriver jusqu'à la bibliothèque. On a ensuite ce plan qui met pour la première fois de la séquence la catastrophe et les protagonistes en relation directe, en les montrant côte à côte dans le même cadre. La vague de gel progresse d'un côté, les personnages de l'autre, et en une image et en un mouvement, on résume le fait que les deux sont fatalement appelés à se rencontrer. La mise en scène est en train de réconcilier les deux échelles de valeur, le froid commence à devenir un élément très concret et palpable pour les personnages qui peuvent maintenant distinguer ses effets dans ce qu'il y a autour d'eux. C'est plus seulement un gros nuage à l'horizon. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce coup-là, les protagonistes sont effectivement réduits à l'état de grains de poussière au fond de l'image, alors que le gel, lui, est au premier plan, quasiment en amorce. Encore une fois, la mise en scène raconte cette séquence de plus en plus du point de vue de la glace que celui des personnages. C'est vraiment elle qui devient le centre de la narration, tandis que Sam et compagnie ne sont plus que des figurants qui ont la malchance de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. On repasse ensuite pour quelques plans sur les protagonistes, parce qu'on vient de rentrer dans la bibliothèque, c'est-à-dire dans leur cadre, dans leur échelle, et on en profite pour revenir un instant à Jack. Et là, bien sûr, survient le plan qu'on attend aussi dans tout bon film apocalyptique américain. Le symbole patriotique qui prend chair et qui vient représenter la peur absolue de voir la plus grande civilisation du monde, au secours, au bord de l'effondrement. On a donc ce zoom dramatique sur les yeux de Dennis Quaid qui voit le drapeau américain flottant fièrement au vent, soudain pétrifié par le froid meurtrier. Un film comme Le Jour d'après, qui est un film à grand spectacle, mais qui avait encore vocation à l'époque à réellement ébranler les consciences et les politiques, quand elles pouvaient encore l'être, et qu'on n'avait pas définitivement sombré dans le monde de Don't Look Up, c'est un film qui mise évidemment sur la tragédie d'une nation qui risque de laisser ses propres fondements être détruits par son hubris. Je m'étends beaucoup plus largement sur ce sujet dans ma vidéo sur le final de La planète des singes, si ça vous intéresse, donc allez-y. En réponse à ça, Jack jette son fardeau par le trou d'un toit sur lequel il marche, et il s'y laisse tomber à son tour pour se mettre à l'abri. Dans ma vidéo sur La planète des singes également, je parlais des mouvements horizontaux et de leur connotation positive dans le cinéma classique américain, notamment parce qu'ils évoquent la conquête de l'Ouest. Or, dans cette séquence, on est dans la verticalité, comme vu précédemment avec le gel qui descendait sur l'Empire State Building. On est sur une force supérieure qui contraint l'humain à s'enfoncer, à se réfugier sous terre, et le mouvement salvateur n'est plus celui de la conquête, de la progression, mais celui de l'humilité et du refuge. Et pour autant, le refuge, il fait pas long feu, parce que quand on repasse dans la bibliothèque, on est de nouveau avec Sam, et si on est d'abord sur son point de vue, on repasse très vite sur celui de la glace qui a suivi les personnages dans le bâtiment. L'échelle a été resserrée à la taille humaine, mais c'est
encore plus que précédemment, le phénomène naturel qui dirige la caméra et la narration. Dans ce plan de dos, c'est, d'ailleurs, littéralement la glace qui devient le cadre et qui l'envahit de plus en plus. Au bruitage, on a d'ailleurs l'impression que les bruits de cristaux de glace qui se forment ressemblent à une multitude de murmures ou de cris, comme si la vague de froid avait littéralement une voix. À ce moment-là, on a presque la sensation d'être dans un film de monstre, plutôt qu'un film catastrophe, justement parce qu'on est sur une échelle beaucoup plus resserrée. L'énorme phénomène climatique est devenu une présence inquiétante qui cible des proies dans un couloir. Ça, ce sont des éléments qui font naître l'impression d'une intention chez la vague de froid. On est encore plus dans une forme de personnification par la mise en scène. Et dans le plan qui précède le moment où les personnages vont enfin rejoindre la salle avec les survivants et se mettre à l'abri, la caméra arrive carrément par un autre chemin qu'eux. On n'est plus dans leur dos, on suit encore la glace qui arrive par un autre endroit et qui progresse encore vers eux. Elle est la seule maîtresse de la mise en scène pour qui les héros ne sont, à ce moment-là, que très secondaires. Des éléments d'arrière-plan que le monstre poursuit mais qui n'ont absolument plus à l'image, un statut de réel protagoniste. Ça s'arrête uniquement quand il ferme la porte et qu'il rejoigne les autres survivants, scène qui fonctionne en parallèle avec celle de Dennis Quaid, qui s'abrite derrière une porte lui aussi. On est de nouveau dans le point de vue des personnages, qui contemplent cette sorte d'entité malfaisante qui frappe à la porte comme un démon trop insistant. À ce stade, on bascule quasiment dans des codes de films de fantômes, avec l'idée d'une menace semi-invisible et indéfinie, mais redoutable, qui ne demande qu'à basculer dans la dimension tangible des humains pour tous les tuer. Et la séquence se termine sur le sacrifice inéluctable, de voir brûler toujours plus de livres, autre symbole de notre évolution et de notre civilisation, pour pouvoir sauver sa peau, parce que finalement, on n'a pas retenu grand-chose de ce que tous ces livres ont tenté de nous enseigner. Bon, ce que je trouve très fort dans cette séquence, c'est que c'est vraiment une sorte de lexique de la grammaire apocalyptique au cinéma, et qu'elle réunit un peu les trois grandes motivations des apocalypses de fiction. On y trouve à la fois une pure catastrophe naturelle ou cosmique, sur laquelle on n'a aucune prise, une catastrophe qui résulte directement de nos abus en tant que population terrestre qui a saccagé la planète, et une sorte de châtiment divin. Des films comme Deep Impact, Greenland ou même Melancholia, même si certains d'entre eux peuvent porter un discours plus riche et métaphorique que ça, représentent avant tout le désarmement total d'hommes et de femmes face à la force cosmique absolue, sur laquelle ils n'ont aucune espèce de prise. Ils ne peuvent pas raisonner la menace, ils ne peuvent pas la contourner, la transformer ou s'adapter pour vivre avec. Ils ne peuvent que subir entièrement une destruction massive et aveugle derrière laquelle ne repose que le hasard complet de la nature. Et c'est ça qui est paniquant, c'est de se retrouver à la merci de forces qui n'obéissent à aucune raison qu'on puisse comprendre, alors que c'est le propre de l'humain que de vouloir donner du sens à tout, même à ce qui ne peut pas en avoir. Il y a donc cet aspect-là dans Le Jour d'après, mais il y a aussi, tout comme dans Princesse Mononoke ou Phénomène par exemple, l'idée d'une apocalypse dont on est responsable, qui n'est pas le résultat d'une guerre nucléaire ou d'une action directe des humains, qui passe bien par le bras armé de la nature, mais dont on porte quand même la culpabilité. La catastrophe est une sorte de manifestation du karma qui vient nous rendre la monnaie de la démesure de nos exactions. Et dans cette perspective-là, on n'est plus dans les phénomènes naturels qui est complètement dépourvu de raison. Je vous l'ai démontré, le film flirte constamment avec une personnification de la vague de froid, qui vient donner l'impression d'une intention derrière l'apocalypse. Ça reste subtil, d'accord, mais ça imprime quand même une impression de revanche de la nature sur l'homme. En comparaison, par exemple, dans un film comme Le Pic de Dante, Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur le Pic de Dante parce que j'adore ce film. on ne quitte jamais le point de vue des héros pour aller se placer en point de vue subjectif du volcan. L'éruption n'est jamais personnifiée ou animalisée d'aucune manière. Donc c'est tout l'intérêt du Jour d'après que de venir incarner le temps d'une scène, la vague de gel comme une créature organique, vivante, ultra puissante et implacable, bien sûr, mais aussi porteuse d'un message. Un message qui n'est plus de l'avertissement, mais qui tient plutôt du « bah je t'avais prévenu ». Et enfin, il y a la dimension de châtiment divin, qui est très répandue, notamment dans le cinéma américain bien sûr. On est sur des parcours de personnages qui veulent connaître une rédemption, à grande et à petite échelle. Et sur l'idée d'élus qui vont finalement devoir un peu conduire leur peuple en terre promise. On a l'impression d'une force supérieure qui utilise la nature comme outil pour remettre l'humanité dans le droit chemin et faire le grand ménage par ailleurs, un peu comme avec l'Arche de Noé quoi. Voilà, j'avais envie de vous expliquer comment cette séquence précise du film caractérise la catastrophe comme un personnage actif en soi et comment, de cette façon, il remet en perspective la place de l'humain au sein de l'histoire du film, mais aussi au sein de l'histoire tout court. Séquence particulièrement efficace je trouve et qui constitue, pour toutes les raisons que j'ai évoquées et encore bien d'autres, une référence du genre. Et pour couronner le tout, aujourd'hui, elle est plus d'actualité que jamais, malheureusement. Je pense que, comme souvent, quelques personnes vont me dire dans les commentaires que je projette énormément de choses sur des images dans lesquelles le réalisateur n'a pas forcément voulu injecter autant de sens. Alors j'en profite pour faire un point là-dessus. Oui, évidemment que j'interprète des images selon mon avis, ma sensibilité, mes connaissances, et heureusement que j'ai pas besoin de passer un coup de fil à Roland Emmerich et d'avoir son autorisation pour laisser son film me faire telle ou telle impression. Non seulement un réalisateur ça bosse énormément sur sa mise en scène, et c'est évident qu'il va avoir réfléchi à énormément de choses à dire à travers elle, ok ça c'est une chose,
Mais le principe d'une œuvre, c'est qu'elle appartient à tous ceux qui entrent à son contact, et qu'on ne peut pas, fort heureusement, la réduire aux choses seulement qu'a pensé son réalisateur, qui ne reste qu'un homme. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'il dit lui, c'est ce que dit le film. Sinon, je regarderai juste une interview. Et ça, ce que dit le film, ça dépassera toujours ce que le créateur aura imaginé sur le moment. C'est à ça que sert une analyse, évidemment, c'est de proposer un prisme autre sur une œuvre, qui peut vouloir dire énormément de choses différentes. En tout cas, c'est le propre justement des œuvres qui sont riches. Bref, si par miracle vous n'en avez pas marre ni de Dennis Quaid ni de moi, je vous propose de continuer l'aventure avec ma vidéo sur la production très compliquée du film Cœur de Dragon, qui me tient beaucoup à cœur. Et en attendant, je vous dis à très vite.